La vie est un grand cahier vierge dans lequel, chaque jour, chacun de nous essaie de noircir les pages blanches de son histoire. Et l'histoire, justement, parlons-en, il y a ceux qui la racontent, il y a ceux qui l'écoutent, et bien évidemment, il y a ceux qui l'écrivent. Et dans cette dernière catégorie, il y a le tout premier invité de ce nouveau programme qui vous est proposé. Vous avez un sujet, une thématique qui vous tient à cœur et dont vous aimerez en parler. Je me ferai le plaisir de vous recevoir ici même dans ce magnifique cadre du restaurant African Route pour échanger bien évidemment autour d'un bon cocktail fait maison. Je suis Clairo Seinavi, bienvenue dans votre nouveau podcast Vaglin Ko Yode. Il est chef d'entreprise, producteur de musique et de cinéma, acteur à 16 heures perdues, animateur radio, bref, que de flèches à son arc. Je suis en compagnie ce jour pour ce tout premier numéro de votre podcast avec Monsieur Emerson Aïvor. Emerson, bonjour. Bonjour Cléros. Alors, d'entrée de jeu, moi j'aimerais savoir, c'est quoi le secret de cette éternelle jeunesse, de cette fraîcheur? Comme on dit, peut-être que l'âge se passe dans la tête. Et dans ma tête, jusqu'à présent, j'ai encore peut-être 15 ans et j'ai envie de réaliser pas mal de choses. Ouais. Et c'est ça qui fait que je suis dans le questionnement perpétuel. Et ça me permet de me remettre en cause, de remettre en cause tout ce qui m'entoure. Et cette façon de réfléchir me permet de garder la tête froide par rapport à n'importe quel sujet. Voilà qui est joliment bien dit. Alors, quand je fais ceci, Miatowe, mille gile pour la vagnon, Ouais. mille gile pour la vagnon, nami, godo, godo. Oui. À quoi ça Ben, te fait C'est rappeler? c'est de grands souvenirs Ouais. d'il y a 20 ans. 20 ans déjà. Donc c'est long. Et c'est la chanson Lidao du groupe Décide. Espoir. Voilà, Espoir en Kabylie. En Kabylie, bien sûr. Voilà. C'était aussi, cette chanson, c'était une chanson qu'on a voulu faire à un moment très décisif de notre vie, de la vie de la nation, parce que nous venions de perdre le père de la nation, qui est différent du père de l'indépendance, Bien sûr. qui est Sylvanus Olympio. Donc nous étions en pleine crise après son décès, le 5 février 2005. Et on avait voulu en fait faire en sorte qu'il y ait une chanson qui permette aux gens de ne pas perdre espoir, mais en même temps de relier le nord au sud. C'est pour ça qu'on a choisi d'abord le rythme Kamou, Camus, bien sûr. mais en chantant en éveil. Ok. On a chanté du Kamou en éveil. Ok. Et c'était une manière de dire aux gens que il est temps de devenir un peuple. Ouais. Parce que les clivages, les histoires de je suis d'ici, je suis d'ici, bon, ça ne marche pas. Ouais. La preuve, 20 ans après, ça ne marche toujours pas si on se met dans ce cadre-là. Bien Donc, sûr. c'était ce qu'on avait pensé. Et en même temps, parallèlement à cette chanson, il y avait aussi une autre chanson qui s'appelle Ntifafa, qui est du groupe, qui est toujours du groupe de Sid, et qui parlait plus de la paix, c'est-à-dire que vous avez l'espoir et vous gardez la paix. C'était important comme message que nous avions à passer et on l'a fait passer en ce moment-là. Je pense que ça a calmé le cœur de certaines personnes et aujourd'hui, je crois que cette chanson reste Elle est une des chansons. intemporelle, hein. Oui, voilà, Elle est standard intemporelle, dans nos standards. Je crois que dans le registre musical du Togo, en tout cas, ça fait partie désormais de ces chansons dont l'âme reste éternelle. Éternel, Ouais, exactement, éternelle. exactement. Et peut-être pour sortir de ce sujet de production musicale, qu'est-ce qu'ils deviennent des signes? Décide, c'est ce que tout le monde ne sait pas, c'est 7 personnes
avec un staff de 3 personnes. Et sur la dizaine de personnes qui étaient dans le maillon dur de ce groupe-là, il y a 3 personnes qui sont à Lomé. Le reste, ils sont aux États-Unis. Okay. Donc, ça veut dire que le parcours a été fait. On a fait 10 ans avec des jeunes. Et ce qui est important à relever aujourd'hui, c'est que d'autres n'ont pas pu refaire la même expérience parce que notre jeunesse, notre société est en train de changer, n'a pas la force, hein, la force et la résilience que nous avions avant, ce qui fait qu'il est difficile aujourd'hui, même pour nous qui avons fait cette expérience-là, de remettre à jour cette expérience parce que la jeunesse de 2005 n'a rien à voir avec la jeunesse de 2025. Je crois que je vais te recevoir dans cette émission une prochaine fois. On va poser le problème et avoir le diagnostic. Aujourd'hui, quand tu vois Cinza, qu'est-ce que ça te fait? Quelle est ton impression en fait? Oui, Cinza, c'est aussi une parenthèse dans le groupe des cibles. Et une parenthèse qui est pour moi, comment je peux dire ça, pour que je ne dise pas quelque chose qui va servir de live après. les coupeurs de live. Oui, exactement. Non, mais ce qui est important par rapport à Cinza, nous on connaît son potentiel. J'ai pas l'impression qu'elle soit tombée sur des personnes capables de la pousser à montrer le potentiel. Je ne dis pas que tout ce qu'elle fait c'est pas bon, mais tout ce qu'elle fait aujourd'hui n'est pas du niveau où elle pourrait se hisser en fait. Et j'ai l'impression qu'elle son potentiel n'est pas exploité. Voilà. Donc je pense que je ne sais pas si elle a un staff ou si c'est-à-dire que je ne peux pas dire que c'est elle-même. C'est la faute à elle-même ou bien c'est la faute à des gens avec qui elle travaille. Donc nous savons ce qu'elle vaut. Malheureusement, bon, c'est vrai qu'on ne travaille plus ensemble, mais on voit son talent, on voit son travail avec d'autres personnes. On reste un peu sur notre faim. En tout cas, s'il y a une chose indiscutable sur laquelle nous sommes tous d'accord, c'est qu'elle a une voix assez singulière qui porte et qui fait la fierté aujourd'hui du 228, tant sur le plan national qu'à l'international. Et de Cinza, on va faire une transition. Je crois quand même que là, l'objectif, sinon l'esprit de ce podcast, c'est de parler à bâton rompu d'un sujet particulier, d'une thématique qui te tient à cœur et sur laquelle toi tu as envie de rebondir. Et pour ce tout premier numéro, moi j'ai bien envie de savoir quel est ce sujet-là qui te taraude l'esprit et dont tu as envie de partager avec nous ce jour. Oui. Cléos, le problème qui s'impose plus ou moins à moi, c'est que, comme tu l'as dit en me présentant, tu parlais du fait que je suis animateur aussi radio, je fais de la production d'une émission radio depuis des années. Et au fil de ces expériences-là, je me rends compte que les demandes que je reçois, les discussions sur lesquelles je suis obligé d'aller tournent particulièrement autour de ces jeunes sœurs, jeunes femmes qui se retrouvent seules. Elles sont mères, elles sont célibataires, elles sont pour la plupart même pas assez femmes avant de devenir mères pour se dire bon voilà, moi j'ai une éducation que je veux transmettre à mes enfants. Donc ça me pose réellement un problème et je le dis souvent, aujourd'hui je ne sais pas si je dois accuser les hommes ou bien accuser les femmes. Donc pour moi c'est un dilemme et c'est pour ça que dans mon analyse je veux présenter d'une certaine manière mon analyse pour que ce soit confronté à tout le monde, pour que les autres aussi me disent ben oui, peut-être que ta vision elle est biaisée parce que, ou bien que chacun se défende en fait. Voilà. Donc, alors pour rentrer dans le vif du sujet, les mères célibataires, en fait moi je suis le produit fini d'une mère célibataire. Pour autant en tout cas, je ne suis pas devenu un raté, je ne suis pas devenu un cas social. Et
voilà, donc c'est dire que, alors, ces mères célibataires, comment se fait-il que le problème, moi, ce qui m'a toujours dérangé, c'est comment se fait-il que deux personnes qui se sont rencontrées et qui sont tombées amoureux en viennent à cet extrême où l'un ou bien l'une d'entre elles décide volontairement de soit partir et tout ça. Pas forcément là, on n'est pas en train de jeter le propre ou bien le discrédit ni sur les femmes ou ni sur les hommes. Mais de ce que j'ai remarqué, les femmes qui nous suivent, vous allez peut-être m'excuser, mais j'ai l'impression, souvent quand on rencontre les mères célibataires, autant pour moi, j'en perds le mot latin, c'est comme si la faute de la séparation, le coupable, tout désigné, il est là, c'est l'homme. Oui, je fais mon analyse d'une autre manière. Je remonte déjà par rapport à toi, puisque tu as commencé par toi. Si ta mère, en tant que mère célibataire, a su te donner les grandes lignes d'une conduite à suivre par rapport à ta vie, c'est parce qu'elle en a reçu. Elle a reçu une éducation. Est-ce que nos jeunes sœurs d'aujourd'hui ont reçu la même éducation que ta mère? Je ne pense pas. Donc, elles sont beaucoup plus démunies que nos mères, c'est-à-dire de cette génération-là, qui nous ont éduqués. Elles peuvent être seules, mais elles savent que la vie ne donne pas les choses cadeaux. Aujourd'hui, nous sommes confrontés à des jeunes qui n'ont peut-être pas encore terminé leur formation en tant que jeunes femmes, et elles sont mères. Et systématiquement, ce n'est pas la même chose. C'est ce que tu reçois que tu donnes. Mais si tu reçois de la violence, tu reçois du mépris, tu reçois du rejet, tu ne peux donner que cela à ton enfant. On ne donne que ce qu'on a fait. On ne donne que ce qu'on a. Donc, c'est hyper dur de dire tout de suite de go que c'est la faute à l'homme. Parce que si on revient à l'homme, est-ce que lui, il est prêt pour être homme, c'est-à-dire pour être papa? Et je rappelle aussi quelque chose qui est une chose très importante. Aucun enfant ne retient un homme. Il y a beaucoup de nos sœurs qui pensent que j'ai un enfant, dès que je suis enceinte, il va rester avec moi. Aucun enfant ne retient un homme. Ce qui veut dire que le plus important pour moi, et qui est le message que je veux passer, c'est que la décision d'être père ou bien d'être mère doit être discutée en amont, assis, même s'il le faut, papier, contrat. Et là, on décide qu'à partir de maintenant, on va faire un enfant. C'est toute une responsabilité. C'est toute une responsabilité. Ce recul-là, pour pouvoir y aller de go et dire, bon voilà, mais c'est la femme que je veux, c'est pas tout le monde qui l'a aujourd'hui. Moi, je me rappelle dans ma petite vie, quand j'étais adolescent, à 18 ans, je disais déjà que toutes les femmes avec qui je vais sortir, c'est pour les épouser. Et je disais que mon premier enfant, je dois l'avoir quand j'aurai 25 ans. Parce que j'aimerais qu'à 50 ans, que lui aussi puisse dire qu'il a 25 ans. C'est une génération. Donc, c'est-à-dire que nous sommes confrontés à une jeunesse aujourd'hui qui n'a pas les références qu'il faut. C'est une question de référence pour moi. Parce que je dis toujours que nous passons sur des hypothèses et nous pensons que tout est beau dans notre tête. Non, je dis c'est ma façon de voir la chose. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, si un jeune homme te raconte pourquoi il n'est pas avec la fille avec qui ils ont eu un enfant, tu as les larmes aux yeux. C'est la même chose si une jeune femme te raconte son histoire, tu as les larmes aux yeux. Donc ça veut dire que nous avons, et dans ça là, nous avons encore des gens qui sont célibataires, qui se cherchent, qui n'ont pas trouvé de personnes avec qui être. Donc ça veut dire que nous avons une jeunesse qui, quand ils se rencontrent à un moment donné, font un enfant, c'est-à-dire je dirais même je dirais un élément essentiel au pays, mais ils décident que le pays s'en charge. Parce qu'eux-mêmes, là, ils ne sont pas prêts pour s'en charger. Et ils laissent cette charge-là à la société. Et malheureusement, c'est comment si la société
Elle ne fait pas cadeau. Elle fait pas cadeau. Mais Emerson, aujourd'hui, est-ce à dire que notre jeunesse est trop pressée pour avoir du sexe? Non. Contrairement, oui, parce que j'en ai parlé et puis quelqu'un a dit ça, que comme on dit chez nous, fifi vieux blé. Non. Moi, ma mère a eu mon grand frère, elle avait 19 ans. Oui, et moi, elle m'a eu à 20 ans. Donc, ce n'est pas une question d'aller au sexe rapidement, c'est juste une question de responsabilité. Voilà. C'est juste une question de responsabilité et de savoir avec qui tu vas. Et je reviens encore sur cette décision-là de dire c'est décidé à deux. Bien sûr. Personne n'a imposé quelque chose à quelqu'un. Oui, mais le problème, c'est qu'au départ, on te dira que oui, lorsqu'on le faisait, l'objectif premier, c'était de passer du bon temps. C'est de prendre du plaisir et tout ça. En aucun moment, il n'est question d'envisager à faire un enfant. Et donc, par accident, comme on le dit toujours, cet enfant-là s'invite, mais il faut assumer. Oui, il faut assumer. Il faut assumer et puis c'est comme ça. C'est pour ça que je dis que nous ne sommes plus dans cette ère-là où on peut être dans une logique de... je vais m'amuser un peu. On n'est pas, c'est-à-dire que la vie est tellement compliquée en ce moment que tu ne peux pas te permettre aujourd'hui de, je le dis par rapport à nos sœurs, vous ne pouvez pas en tant que femme aujourd'hui vous permettre de rencontrer quelqu'un, de ne pas savoir ce que la personne attend de la vie, de ne pas savoir ce que cette personne attend d'une femme et vous donnez à cet homme-là. Jamais. Moi, j'irai même plus loin. Vous dites, tu es en train de sortir avec quelqu'un, c'est mon homme, c'est mon homme. La personne ne connaît même pas ton nom de famille. Il y en a. Et pourtant, vous êtes en train de vous grimper dessus. Ça ne se fait pas. Pour moi, c'est-à-dire que quand je veux qu'une femme rentre dans ma vie, c'est ma première question en tant qu'homme. C'est qu'est-ce que je lui apporte? Je me pose cette question-là. Et où est-ce que je veux aller avec elle? Voilà. Je donne un exemple. Une jeune femme m'a écrit dans mon émission et on l'a appelée parce qu'on ne comprenait pas trop ce qu'elle me disait. On l'a appelée. Elle sort avec un homme. Ça se passe très bien. Elle a 19 ans. Elle vient encore avec les parents. Elle a eu son bac. Et elle se retrouve enceinte. Elle annonce aux parents, les parents disent, mais comment cet homme-là, il faut que l'homme vienne à la maison, on veut le connaître. La fille, elle est rassurée parce que l'homme lui a fait toutes les promesses. Tu vas être ma femme. Et donc, elle insistait pour qu'il vienne à la maison. Il ne vient pas. Au bout d'un mois, au bout de 2 mois, les parents ont dit, mais c'est pas normal. Ma fille, on va voir l'homme avec qui tu es en train de sortir et tout. Et ils y vont. Quand ils vont là-bas, l'homme les reçoit avec un bébé dans la main. Et quand les parents voient ça, ils demandent, bon, c'est qui le bébé? Il dit, mais c'est mon enfant. Ma femme n'est pas là. C'est mon enfant. Il dit, mais qu'est-ce que tu veux faire de notre fille? Elle t'a appelé, elle t'a dit que... Il dit, mais oui, elle, c'est ma deuxième femme. Donc la fille ne savait même pas que le gars avait déjà une femme et un enfant. Et elle se retrouve enceinte. Et finalement, la fille nous appelle parce qu'elle dit qu'elle n'a jamais prévu qu'elle sera la deuxième femme de quelqu'un. Et donc, depuis qu'elle a dit qu'elle ne peut pas être sa deuxième femme, le gars a dit qu'il ne s'occupe pas ni de la grossesse, ni de l'enfant qui va naître. Parce que la fille a dit qu'elle n'avorte pas. Mais elle ne veut pas être la deuxième femme. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on va dire à une telle personne? On va dire qu'elle a été naïve, inconsciente, et puis c'est tout. Non. Elle a cru à l'amour, elle a cru au mensonge de quelqu'un. La responsabilité revient à cet homme-là qui a été indélicat. Oui, mais en même temps, c'est vrai,
je vois que tu n'essaies pas de dédouaner notre sœur, oui, femme. Ben non plus. En même temps, c'est pas pour la dédouaner, mais oui, cela remet en cause maintenant les fréquentations. Je me rappelle au temps de nos parents, comme on le disait, ça prend plus ou moins un peu de temps avant que les deux n'aillent vraiment en intimité. Aujourd'hui, cette sacralisation-là des relations intimes, je crois que ça a été déverrouillé. Et donc, j'ai cru, je discutais récemment avec un aîné qui me disait, les jeunes sœurs-là d'aujourd'hui, elles ont toutes été déjà dotées dans les bars. Et donc, quand on ira chez les parents, que les parents ne râpent pas trop leur gorge, espérant boire quelque chose parce que leurs filles ont déjà pris leur part là dans les bars. Tu vois? Ok, je vois. Voilà. Donc, est-ce qu'il ne faille pas aujourd'hui revenir peut-être aux fondamentaux même de nos relations, c'est-à-dire que est-ce qu'il faille dans les curricula, ne serait-ce que peut-être à l'école dès le bas âge, même si ce ne sont pas des matières avec des notes, avoir peut-être ce sont des matières peut-être subsidiaires, mais que cette éducation-là qui prépare et les jeunes filles et nos jeunes frères au mariage à des relations assez sérieuses puisse peut-être être intégrée. Oui, je vais prendre ce que tu viens de dire en deux parties. Cet homme-là qui dit que parce que la fille était dans un bar, donc les parents, c'est un faux. Non, ça, je crois que c'était juste pour rire. Oui, mais il y a des gens qui pensent ça, c'est un faux problème. C'est un faux problème parce que si tu viens de nos traditions, tu sais que les parents vont exiger quelque chose. Et ce n'est pas toi qui décides. Même le code togolais de la famille a prévu une dot. Oui, donc voilà, donc ça c'est un fait. Mais ce qu'il y a, c'est que, comme tu viens de le dire, on peut pas, si on veut revenir sur les fondamentaux, comme tu le dis, ça veut dire qu'à un moment donné, on se dira même que ça vaut mieux que les parents te choisissent le mari. Parce que j'ai entendu ça de la part de beaucoup de nos sœurs. Mais oui, puisque vous n'arrivez pas à être ensemble. Essayez aussi que les parents vous choisissent vos maris. On va voir si ça va marcher un peu plus qu'avant. Mais ce n'est pas ça le problème. Ce n'est pas ça. Le problème n'est même pas de la première fois où ça se passe entre vous. Si ça a été rapide, si c'est le même soir ou bien c'est 2 semaines après. Je peux t'assurer que tu as rencontré des hommes aujourd'hui qui, parce que ça va matcher le soir là, parce que vous vous êtes rencontrés, 1 semaine après, il se dit mais cette femme-là, il faut pas que je la rate. Et il va t'épouser. Donc, ce n'est plus une question de délai. C'est plutôt la personnalité, ce que la personne même apporte dans une relation. C'est ça le plus important. C'est-à-dire que du moment où, moi je dis une chose, on dit dans le mariage, à l'olélé. C'est-à-dire que si je prends la main d'une femme et que je ne ressens rien, je ne sais pas quand je vais ressentir quelque chose. Le plastique ne sert à rien. Dire que la femme elle est jolie, ce n'est pas ça. Ce n'est pas la femme jolie là qu'on épouse. On épouse l'être qui est en elle. C'est pertinent ce que tu dis, merci. Oui, c'est et c'est profond parce que justement aujourd'hui j'ai comme impression que notre jeunesse, peut-être qu'il se peut que je me trompe. Oui, c'est possible. On se focalise beaucoup plus sur le plastique. Oui. C'est-à-dire que juste je la rencontre, elle est tellement canon, comme on le dit dans les Exactement. Et sans chercher forcément à mieux la connaître, à savoir. Et là, je retourne encore à nos fondamentaux. Parce que moi, je me rappelle dans les années 90, 2000, et quand on a commencé nos petites histoires et tout ça là, mais on nous a demandé de venir nous présenter à la maison. C'est-à-dire, on dit, il faut, mon père, ma mère veulent te connaître. Bien sûr. Et on a pris la peau d'escampette. Bien sûr. Aujourd'hui, j'ai comme l'impression que... Non, c'est même pas une impression, c'est ça qui est vrai. Cette contrainte-là, on l'a plus là. On l'a plus. Et c'est pour ça que je dis qu'il est important. Il est important aujourd'hui qu'on se rende compte qu'on doit avoir des critères et des codes. On ne peut pas aller avec n'importe quel homme.
Tu sais, il y a des hommes, ils vont te donner des effets. C'est la même chose pour la femme. La femme, là, elle est gentille, elle est jolie. Ou bien elle est taquin. Tu aimes ça. Tu vois. Mais on aime ça qu'une minute. On n'aime pas ça toute la vie. Le gars qui est bodybuildé, il est costaud, il est tout le temps à la salle et tout ça. Le jour où tu vis avec lui et que le temps qu'il doit s'occuper de toi et des enfants pour t'alléger un peu les choses, il préfère aller en salle pour pousser sur du fer. Ça, au bout d'un moment, ça va te faire chier. Bien sûr. Donc, nous devons, c'est-à-dire, c'est juste une question de prise de conscience de notre jeunesse. Est-ce que l'acte que je pose là, demain, je ne vais pas dire, il ne fallait pas. C'est aussi simple que ça. Il y a je le dis aujourd'hui, je le répète encore, on ne peut pas épouser tout le monde. Tu es d'accord avec moi? Sûr. Un homme peut rencontrer une femme et dire, tu me plais, mais c'est juste sexuel, c'est juste de l'attirance. C'est juste de l'attirance. J'ai envie d'être avec toi, j'ai envie de te posséder, ne serait-ce qu'une journée. Mais ce n'est pas pour la vie. Comme le dirait quelqu'un, la femme de sa vie n'est pas forcément l'amour de sa vie. Oui. C'est ça. Oui, parce que quand on vit avec quelqu'un, on dépasse. C'est-à-dire que moi je dis, il y a certaines personnes qui disent que la femme que tu épouses à la maison, vous devenez des amis, vous devenez des confidents. Non, pour moi ce n'est pas ça. C'est que quand tu vis avec la personne là, que la personne supporte, toi aussi tu la supportes et que vous décidez d'être ensemble là, cette union-là dépasse l'amitié. Cette union-là dépasse la complicité. Parce que déjà, vous êtes garant de la réussite des enfants qui vont naître. Oui, mais le danger à ce niveau, Emerson, le danger, c'est est-ce qu'à force d'être aussi complice, à force de nouer ces liens-là assez forts, au point peut-être de finir par voir l'autre comme son frère. Comme une partie de soi, pas comme son frère. Comme son frère ou sa sœur, ou du moins comme une partie de soi. Est-ce que, entre-temps, cette magie, cette étincelle du premier jour-là, n'essaie pas de s'effriter? Je ne crois pas. Parce que, tu sais, il y a des choses qu'on partage. Les effets, c'est-à-dire la force de l'effet de cette rencontre-là, de ce coup de foudre que vous avez eu, de cette passion qui est née, cette force-là, vous pouvez faire revivre ça. C'est une force qui vous permet en fait de chercher à creuser pour connaître la personne. C'est-à-dire, c'est comme l'attirance. La fille t'a plu, c'est ça qui t'a poussé à aller vers elle pour savoir qui elle est, à découvrir. Cette passion naissante te permet de décider que c'est elle que tu vas choisir. C'est ça qui te pousse à faire le choix. Maintenant, la force de ça, là, au début, là, c'est ça que tu recherches après. Tu te dis, si ça a eu lieu une fois, ça peut revenir. Donc, systématiquement, cette personne qui t'a porté, qui t'a amené au 7e ciel, ben, tu as envie que cette personne-là reste dans ta vie parce qu'elle est la seule personne à avoir su te mettre dans cet état-là. Oui, mais dans ce cas, je crois que l'effort, sinon les efforts ne sont pas unidirectionnels. Ça veut dire que c'est dans les deux sens. Bien sûr, c'est dans les deux sens. Okay. C'est dans les deux sens. Parce que pour maintenir cette flamme-là, il ne faut pas être seul à souffler. Non, il ne faut pas être seul. Il ne faut pas être seul et c'est pour ça que je dis qu'il faut reconnaître ces complémentarités. Okay. Il y a des moments où même si tu es du genre très romantique, tu es très du genre câlin, tu as envie que ce soit les autres qui t'en donnent aussi. Bien sûr. Voilà, donc c'est ça le plus important. Aujourd'hui, moi je dis que le phénomène de mère célibataire que nous avons aujourd'hui découle du fait qu'on ne se connaît pas. On ne s'est pas bien connu. Je ne parle même pas encore des femmes qui ont été laissées avec des enfants et l'homme est parti. Je parle juste de ces jeunes-là qui ont eu un enfant avec quelqu'un qui a dit non, pourquoi on va être ensemble? Tu as ton enfant, tu vois. Et le mépris qui suit ça, avec des jeunes garçons qui viennent, qui rencontrent une femme aujourd'hui, qui la regarde dans les yeux pour lui dire, mais tu sais, j'ai un enfant avec quelqu'un.
Mais elle, c'est juste la mère de mon enfant. Pourquoi? Pourquoi elle ne mérite que d'être la mère de ton enfant qui vit loin de toi? C'est la question qu'on doit se poser. C'est méchant. Hein. Et c'est méchant. Et c'est pour ça que je parle de mépris. Et celle que tu es en train de rencontrer là, à qui tu dis cette connerie là, moi je serais une femme, j'aurais peur de toi. Non mais je crois qu'il y a une fameuse phrase qui vient toujours. Pourquoi ne t'ai-je pas connu plus tôt? Oui. Pourquoi ne t'ai-je pas rencontré? Moi je dis, cette phrase là ne peut pas être, je vais le dire encore une fois, ne doit pas être tolérée d'un gars qui n'est pas marié. Moi, je suis marié aujourd'hui. Si je dis cela à une femme, pour moi, c'est normal. Parce que, c'est-à-dire, j'ai fait un parcours. Toi, tu es dans les copains, copines, à gauche, à droite, et tu viens nous parler de j'aurais dû te rencontrer avant. Non, tu n'es pas encore dans la rencontre. Tu viens de commencer. Tu vois? Donc, tu n'as rien à, à regretter. Hein? Donc aujourd'hui, je parle de cette sincérité-là que nous devons avoir, de dire que je te rencontre, tu me plais, on va faire attention, parce que c'est vrai. Prendre le temps de se connaître. Voilà, de se connaître. Et si jamais ça marche, ben, pourquoi pas, on va avoir notre enfant, on va avoir... Oui. Je crois que c'est en cela que certaines églises éduquent leurs fidèles, où on vous dit, le frère et la sœur en Christ vont passer du temps ensemble, mais vous ne passez pas à l'acte. Et tout ça, mais bon, ça aussi c'est un problème. C'est une autre paire de manches dont on pourra en discuter après. Moi, sincèrement, je ne cautionne pas. Fondamentalement que c'est important que les deux puissent véritablement se connaître. D'abord, avant d'enclencher cette longue marche-là, parce que quand on s'engage, c'est à vie. C'est à vie, c'est à vie. Je suis d'accord avec toi. Moi, mon problème par rapport à ces concepts-là au niveau de l'Église, c'est qu'à un moment donné, c'est pas que les gens font des efforts pour être ensemble. Ils font des efforts pour être dans l'Église, être bien aux yeux du pasteur. Justement, c'est-à-dire qu'ils vivent selon le regard le jour où la foi qu'ils ont dans cette église-là commence par faire des jeux, ben, leur amour commence aussi par faire des jeux. Voilà, donc c'est vrai qu'il faut avoir un cadre pour se rencontrer, et l'église c'est une très bonne chose. Mais au-delà de ça, il faut cultiver l'amitié, la complicité entre les deux personnes et ne pas s'axer juste sur ce que le pasteur a dit, parce qu'il y a des pasteurs qui vont dire que il y a je sais pas, le frère Jules qui va bien avec la sœur Bernadette. Et déjà ça commence par créer des problèmes, parce que il y a la sœur Bernadette qui est sur le frère JC, et on se retrouve dans un trio, un triangle amoureux bizarre, et les gens ont envie de se taper dessus dans l'église. Donc il faut faire attention à ça, et je pense que vous pouvez vous rencontrer à l'église, mais mettre en fait le pasteur devant votre relation. Tout ce que vous allez faire, c'est le pasteur qui va décider. Là, vous vivez une relation par procuration. Vous n'êtes pas dans une vraie relation. Et ça m'inquiète un peu. Mais c'est vrai que ça aussi, ça donne des garanties. Si vous avez un problème, vous savez que l'église et le pasteur est là. C'est quand même intéressant. C'est quand même intéressant. Ce qui est important, je crois quand même que pour peut-être sortir provisoirement de ce thème-là, je crois qu'il faille que autant les femmes que les hommes comprennent que les mères célibataires, en fait, ce ne sont pas forcément de ces femmes ou bien de ces jeunes filles qui ont raté une éducation, mais que ce sont peut-être des choix mal gérés qui les ont conduits à ça. Autant il y a des mères célibataires, autant il y a aussi des hommes désespérés. Bien sûr, bien sûr. Je suis parfaitement d'accord avec ce petit résumé que tu viens de faire. Et j'ajouterais que je trouve insultant, et je le dis tout le temps aux gens,
d'appeler les mères célibataires des blessés de guerre. Ouais. Parce que en temps normal, elles ne sont pas parties faire la guerre, elles ne sont pas parties faire l'amour. Et quand on fait l'amour, on ne se blesse pas. À moins que, bon, il y a des choses où on peut se blesser parce qu'on aime être blessé. Mais quand ce même, sont des blessures agréables. Agréables, exactement. Donc, on ne peut pas faire l'amour et devenir des blessés de guerre. Et je demande humblement à tous ceux qui appellent ces femmes-là blessées de guerre d'arrêter de le faire, parce que vous les mettez dans la vie, c'est une vibration. Quand vous les mettez, vous les appelez comme ça, c'est que vous les mettez dans un truc... Moi, je me dis déjà qu'elles sont déjà sous pression. Voilà. Elles sont déjà... comment est-ce que je vais dire ça? Elles traînent déjà ces séquelles-là. Exactement. Donc, on ne va pas en rajouter à la peine déjà. C'est pas des malades, quoi. Voilà, subissent, c'est pas des handicapés. Hein, parce qu'on a un enfant, on est handicapé d'un enfant. Tu vois, pour moi, c'est pas ça. Non, mais ce qui est encore plus flagrant, c'est d'entendre de ces genres de discours, tu vois, de ces frères-là, de ces hommes qui disent les unes de retenue, là, moi, c'est juste pour... un coup d'un soir et puis ça va, moi je peux pas les présenter. Mais au moins, celle qui a déjà un gosse à mes parents. Non, au moins dis-lui. C'est ça le problème. Elle a un enfant, oui. Ouais. Bah, si c'est juste elle, sans son enfant qui t'intéresse, il faut lui dire. Ne lui fais pas croire que tu vas aimer son enfant juste parce que tu as envie de faire crac-crac avec elle. Oui, mais en même temps, on ne peut pas dire qu'on aime, qu'on adore la mangue et détester le manguier. Non, si. Ah bon? Oui, c'est possible. Les gens ils aiment même l'ananas, ils ne veulent pas voir ce qu'il y a autour. Ça, c'est possible. Mais le problème, c'est que c'est cette sincérité-là de le dire qui nous manque. Parce que quand la personne, elle vient, peut-être que cette personne-là qui est blessée de guerre, comme vous, en griffe, comme on l'appelle, et si elle pense que c'est ça que tu es en train de penser d'elle, même si tu lui plais, peut-être qu'elle va jouer plus de séduction pour que tu l'acceptes. Et si tu n'acceptes pas son enfant, elle saura que tu ne veux pas d'enfant avec elle. Et systématiquement, peut-être qu'elle viendra chez toi à un moment propice où il n'y a pas de risque qu'elle tombe enceinte de toi. Voilà. Donc, quand c'est dit que toi et moi, on peut être ensemble, mais je ne suis pas prêt pour avoir un enfant, mais je pense que les bases sont posées. Les bases sont posées. Et parce que tu ne vas pas croire que, ah oui, on est là, on s'aime bien, donc si je tombe enceinte, il va m'épouser. Le gars t'a dit, je ne veux pas d'enfant avec toi. Donc c'est clair, c'est pas un hasard, il a dit, il est clair avec toi. Donc il faut respecter ça. Merci Ivor, je rappelle que tu es également producteur, non seulement de musique, mais depuis un bon bout de temps maintenant, c'est une virée à 360 degrés dans le cinéma. Et d'aucuns diront qu'entre la musique et le cinéma, il n'y a qu'un pas. Exactement. Et tout est question de planche, de podium, de caméra. Exact. Mais finalement, ton amour avec le visuel, sinon l'audiovisuel, je crois qu'il est intrinsèque. Oui, les deux choses. Je fais que des choses qui s'entremêlent. Si je fais le cinéma aujourd'hui, je sais que je reste très très proche de la musique. La preuve, j'ai un album. Oui, super. Que je vais te faire découvrir après. Super. Donc, un album de musique. Bien, non, mais je sais que c'est un album de musique. Oui. De combien de titres déjà? Ça fait, je crois, 16 titres. Il y a 16 titres. Avec un nouveau concept de groupe qui s'appelle Echo Zénith. On peut retrouver sur YouTube. Bon, donc voilà. On te connaît sous ce côté assez charmeur, assez doux. On espère que cet album sera un pur délice. Oui, si tu ne sais pas parler à une femme, il faut lui envoyer l'album. Ça
Ça marche, on en reviendra. Donc, pour le cinéma, c'est quelque chose que j'ai commencé depuis très longtemps. Parce que j'adore le cinéma. Ce n'est pas juste... je ne suis pas de ce passionné qui regarde un film en passant. Okay. Non, j'adore vraiment le cinéma. Donc, c'est pour ça que, d'une certaine manière, j'ai voulu... Voilà, ça a été assez facile pour moi. Okay. Et donc, à ce jour, on a pas mal de choses qu'on a commencé. Ouais. Et, il fallait trouver une très bonne équipe aussi. Tu sais comment ça se passe. Ouais. Chacun dans son domaine, etc. Donc, une fois que maintenant j'ai une très bonne équipe qui est dirigée par JC Oyali, je pense qu'on va aller très très loin et très très vite. Donc là, pour le lancer, c'est le premier projet sorti de film. Le 29 novembre prochain, on sort le film Sextape. Là, tu mets déjà tu me devances dans ce que j'allais dire. Effectivement, le 29 de ce mois, du côté de l'hôtel de février, il y a toi et ton équipe, s'il faut dire, vous nous invitez à venir regarder des nudes. Des nudes? Oui et non, parce que je ne pense pas que vous ayez besoin des nudes des autres, vous en avez vous-même. Oui, mais c'est quand même aussi intéressant des fois de voir les nudes des autres. Non. Voir un peu, pour pouvoir jauger en fait. Deux personnes intimes peuvent voir leur truc, mais ils ne vont pas placer ça chez les autres. Alors, donc, c'est une vraie histoire. Et je pense que si nous avons pris, je dirais, ce concept-là pour en faire notre premier film, c'est pour montrer aux gens que nous sommes là pour éduquer, d'une certaine manière. Et Joker Group est là pour éduquer, pour donner, dans la réalité de nos jours aujourd'hui, les conseils nécessaires à notre jeunesse. Donc voilà, le titre complet, ce n'est pas juste Sextape. Le titre complet, c'est Sextape, le passé ne meurt jamais. Voilà, donc c'est vrai que pour le côté marketing de la chose, on voulait que les gens se rendent compte qu'il y a l'histoire d'une sextape à l'intérieur de ce film-là. Et vous allez aimer partager l'histoire de ces personnages qu'on a essayé de mettre en avant pour que nos jeunes sœurs s'identifient à ces personnes en se disant, ben oui, ça peut m'arriver. Et si ça m'arrive, comment je vais réagir? Voilà. Emerson Aivor, la production, on le sait, coûte excessivement cher. Que ce soit tant dans la musique, hier et aujourd'hui dans le cinéma pour toi. Mais comment est-ce que tu arrives, toi, à mobiliser autant de ressources pour pouvoir... est-ce que tu as un retour sur investissement? Disons que Dieu est grand, parce que moi-même je m'étonne de trouver les petits moyens. Et je rappelle quand même que j'ai de la chance. J'ai de la chance parce que au moment où je déclenche l'énergie pour faire une production ou bien faire un projet de ce genre-là, je rencontre les bonnes personnes qui ne sont pas vénales, qui ne sont pas à l'affût de l'argent, à l'affût de combien on gagne. Et ça me permet de me battre aussi de façon très stratégique pour trouver vraiment. Voilà, pour trouver les ressources dont nous avons besoin pour avancer. C'est pour ça que je dis que chez nous, à Joker Group, un film qui sort n'appartient pas seulement à la production. Il y a une part qui appartient à la production, mais le reste, et une grande partie même, plus de la moitié des bénéfices de ce film-là appartiennent aux acteurs et à la technique. Bref, à toute l'équipe. Voilà, à toute l'équipe. Donc c'est pour dire que nous sommes dans le côté collégial. Le jour où on sera capable de payer les acteurs au prix fort, au prix qu'ils méritent, on pourra dire qu'on fait de la production. Pour le moment, je considère les acteurs et les techniciens avec qui je travaille comme des coproducteurs. Donc on travaille ensemble. Super. On a un investissement qui est sorti. On voit à peu près tout ce qu'on a utilisé. On va essayer de vendre nos films pour récupérer, mais le film appartient à tout le monde. Ça veut dire que dans ce processus de récupération, nous ferons en sorte que
à chaque fois, l'acteur, le technicien qui a travaillé sur la chose se rend compte que il y a un timoni ou bien un mix ou bien un flouze qui tombe sur son numéro. Voilà. D'accord, super. Alors, à ce jour, où est-ce que vous en êtes par rapport aux préparatifs de ce 29? Qu'est-ce que vous nous réservez? Cette soirée va être assez colorée. Okay. Assez colorée parce que cette soirée, c'est la soirée des acteurs. Ce n'est pas la soirée des producteurs, des réalisateurs. C'est la soirée des acteurs. Ouais, les costards. Voilà, tapis rouge. Ouais. Et c'est hyper important pour moi de montrer que nous sommes capables, avec nos petits moyens, de faire aussi une belle chose. Et surtout, valoriser ceux qui se battent dans ce milieu-là. Tu l'as dit tout à l'heure, ça coûte cher, mais ceux qui se battent avec les petits moyens. Le jour où on aura les moyens, vous verrez ce que nous appellerons production. En même temps, quand la passion y est, c'est la passion qui nous pousse. Pas le bien sûr, qui sort. Exactement, c'est la passion qui nous pousse. D'accord, super. Donc le 29 novembre 2025, à partir de 19h. 19h, c'est à l'hôtel de février. À l'hôtel de février, salle Concorde. Les sont à 10 000 francs. 10 000 francs. 10 000 francs pour le ticket. Pour venir regarder des nuits quand même. Oui. Gratuit. Bon, c'est pas trop cher. C'est pas trop cher. Je te l'accorde. Pas n'importe quelle nuit. Voilà. De Moïse Lacot. Voilà, exactement. Et des autres, quand même que Audi, voilà. Donc on peut pas diminuer le prix. Voilà. Et puis on est en train d'instiller, enfin, de pousser un peu les gens à aller aussi faire des photos devant nos affiches qui sont en ville. Super. Pour gagner des tickets. Moi je l'ai dit à JC, il y a des panneaux. Il y a un panneau au niveau de Limousine et il y a un autre au niveau de Amina. Si tu arrives à faire des photos sur les deux panneaux des deux sites, tu repars avec un ticket. Alors, je crois quand même que le message il est clair, il est passé. Pour vous qui voulez assister à la projection j'ai envie de dire, du film événement de cette année 2025, parce qu'on n'a pas eu de sortie. Trop de sorties cette année. Et donc, prenez le risque de faire des photos à deux endroits. Une photo au niveau de Limousine, Carrefour Limousine, et puis une autre au niveau de Amina. C'est ça. Voilà. Et vous repartez avec un ticket. Et lorsque offert à travers cette émission, à travers Africa Roots, à travers Joker Group. Voilà, donc c'est le petit cadeau que nous on vous offre. Et je rappelle que cette émission, sinon ce programme a été rendu possible grâce justement à toute l'équipe de Joker Group et African Roots aussi. Nous remercions au passage le directeur général de Joker Group, qui n'est rien d'autre que ce brave, vaillant, battant, j'ai envie de dire bâtard. C'est comment il s'appelle, Boukari, le comédien ivoirien, qui dit quand on se bat, c'est qu'on est des bâtards. On est des bâtards. Le gars, il se bat tellement que c'est un bon bâtard, Jean-Claude Royali, alias JC, le directeur de Joker Group. Nous lui disons merci. Merci également à Jules Bagana, le technicien qui est derrière. C'est grâce à lui d'ailleurs que vous nous regardez, et à l'ensemble de l'équipe de Joker Group. Nous remercions également l'assistante Antoinette Afanglo Neta, qui également est au four et au moulin pour que ça puisse marcher. Merci spécial également à African Root, un restaurant, c'est à Dido Gourmet. Contactez-nous et vous ne serez pas dessus. Comment est-ce que tu as trouvé le cocktail? J'ai adoré, j'ai eu du mal à m'arrêter de boire et discuter. Je voulais boire et discuter, je voulais plus boire que discuter. D'accord, donc ce qu'on va faire, je vais faire une petite pause en attendant. Le temps que tu termines, Emerson Non, je ne vais pas terminer. Je réserve. Emerson Aïvor. Je sirote. Est-ce que tu as un coup de gueule? Un coup de gueule? Oui.
Un coup de gueule, je vais plutôt aller sur un coup de gueule par rapport au cinéma. Oui. Ouais, un coup de gueule par rapport au cinéma, c'est le fait d'avoir à supplier les gens pour qu'ils investissent dans le cinéma. Parce qu'on regarde la télé tout le temps. On regarde, même si c'est sur TikTok. Vous pensez vraiment que si vous vous abonnez sur TikTok et que nous avons de belles productions, vous n'allez pas regarder sur TikTok. Donc, c'est-à-dire que donner les moyens aux gens de faire de grandes choses. Et mon coup de gueule, c'est ça. Et surtout, inviter la population à aller en salle. Oui. À faire le déplacement. Exactement. Parce que, en fait, là, on vient de donner les prix d'entrée de la projection du 29. D'aucuns diront, 10 000 bon. Oui. Et la première question qui revient souvent, c'est YouTube, alors, on ne cessera jamais de le dire. Hein. Si vous n'allez pas en salle, vous n'encouragez pas la production et donc vous n'aurez pas la chance de voir d'autres contenus être produits, être réalisés. Voilà, donc c'est bien beau, c'est bien beau de regarder ça sur YouTube, hein, mais aller en salle, hein, regarder, c'est carrément autre chose aussi. C'est carrément autre chose. Rencontrer les acteurs en fait, prendre des photos avec eux, échanger, discuter. Voilà, ça aussi c'est important. Emerson Ayibo, forcément que c'est un coup de cœur. Ouais, le coup de cœur, je dirais que c'est cette équipe-là avec qui je suis en train de travailler aujourd'hui et qui me rassure. Ce qui fait que j'ai l'ambition de dire que ce qu'on a fait cette année, on a fait 2 films. Hein. Il y a le premier qui sort là, Sextape. On a fait le ticket aussi. C'est de dire que j'ai du baume au cœur pour me dire que l'année prochaine va nous donner encore de très belles choses. Donc voilà, mon coup de cœur va à cette équipe-là qui se débrouille pour donner le meilleur d'eux-mêmes. Avant de passer à la toute dernière étape, qui est le courrier, sinon le challenge ou le mot que tu laisses au prochain invité, tu vas devoir choisir entre... Une action, une vérité? Non, pas une action, une vérité. Est-ce que tu veux chanter ou acter? Chanter ou acter? Oui. Je sais pas, acter, ça va être compliqué. Oui, mais parce que tu as produit de grands noms de la musique dans ce pays. Forcément, c'est parce que tu maîtrises tellement la musique. Et aujourd'hui, tu te retrouves dans le cinéma, forcément. Et je rappelle que Emerson, c'est un très bon acteur. Un très bon acteur. Non, attention. non, faut pas dire ça. Un Faut très pas. Bon acteur. Ne m'envoyez pas. Pour vous qui avez regardé. Faut pas pousser les gens à m'inviter pour venir dans leur film. Je ne viens pas. Non, ils viendront, mais le cachet sera conséquent. Non, merci. Le cachet sera bon. Alors, cette affaire-là. Chant ou acting? Chant. Je vais faire chant. Ouvrez grandement vos oreilles. Oh. Le boss va chanter. Quelle chanson? Non, c'est au choix. Hein. Non, je connais pas les chansons par cœur. C'est compliqué cette affaire de chant. Bon, on va partir sur, puisque nous sommes sur la terre de nos aïeux, et donc on va faire plaisir à la terre-mère, on va faire plaisir à un artiste togolais ou à une artiste togolaise de ton choix. Alors, même ça là, artiste de mon choix, c'est compliqué. Non, sérieusement, moi je me rappelle pas trop de quelle chanson je vais peut-être. Quand tu étais petit, quels étaient les artistes togolais que peut-être maman jouait à la maison? Ma mère, le niveau de sa musique là, ça ne nous a pas encouragé à faire truc. Hein. Ma mère, c'est... je ne sais pas, mais plutôt un truc décide peut-être. D'accord. Parce que... Décide. Alors, nous allons écouter le Rossignol à Passingila, mais Emerson Ayibo. Comme on dit, une chanson dans le vide n'est pas, ça va pas
me motiver. Donc D'accord. je voulais prendre une chanson auquel j'ai participé et tout, qui est Un monde meilleur. Ok. Donc on va faire juste le refrain. D'accord. Juste un sourire, un geste d'amour. Un peu plus le soleil. Exactement. Un simple mot. Juste un sourire, un geste d'amour. Juste une main nous tendons à l'autre, fait de nous des héros. Oh, 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 oh non, 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 on va pas aller plus loin que ça. C'était l'instant d'égamage avec Emerson Aïvor. C'est aussi ça, l'originalité de ce programme. Hein. On passe de bons temps, de bons moments ensemble, sans stress, sans complications. Et nous arrivons à la dernière étape, à la dernière partie de cette émission-là. Pour vous qui nous suivez, la prochaine fois, ce sera peut-être vous qui allez vous mettre à l'exercice. Emerson Aïvor, voilà un stylo et voilà du papier. Tu vas laisser un mot ou un challenge au prochain invité et ça sera scellé, déposé. Même moi qui suis ici, je ne saurais pas ce que tu as laissé comme mot, ce que tu as laissé comme challenge. D'accord. Voilà. Allons-y. Et je rappelle que vous qui passerez dans cette émission, que vous sachiez danser, interpréter ou je ne sais quoi, vous êtes tenu, vous êtes obligé de faire quelque chose. Voilà. Et on va plier tout ça soigneusement, qu'on met dans l'enveloppe et qu'on va sceller. Emerson Aïvor vient de laisser un mot au prochain invité. Qui sera-t-il ou qui sera-t-elle? Peut-être que ce sera toi qui nous regarde ou toi qui viens de tomber sur ce programme. N'hésite pas, contacte-nous. Tu as un sujet, tu as une thématique sur laquelle tu aimerais rebondir. Contacte-nous et avec plaisir, nous partagerons un bon moment ensemble ici dans le magnifique cadre du restaurant African Route. Pour prendre congé de vous, j'ai juste envie de vous dire une chose. Les seules limites infranchissables sont celles que vous vous imposez à vous-même. Je vous souhaite de très belles vies. On se retrouve très prochainement dans un autre numéro avec un invité qui viendra nous dire, qui viendra parler. Emerson Aïvor, c'était un plaisir. Merci à toi. À très bientôt.